Bonjour et bienvenue dans la version déconfinée de Livrez-vous, une version déconfinée qui malgré tout respecte la distanciation sociale ou la distanciation physique comme vous voudrez. Et nous allons continuer à évoquer cette période si particulière que nous traversons au travers des livres. Et aujourd'hui, nous allons notamment nous intéresser à ce que notre société fait à la vieillesse avec les drames qui se sont déroulés dans les EHPAD en France comme dans d'autres pays d'ailleurs. Je vous présente tout de suite nos invités. Tout d'abord, Michel Delaunay, bonjour. Vous êtes cancérologue, ancienne ministre des personnes âgées du gouvernement Ayrault et vous avez publié Le fabuleux destin des bébés-boomers chez Plon. À côté de vous, Pascal Bruckner, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, essayiste et vous avez publié Une brève éternité, une philosophie de la longévité, c'est chez Grasset. Et enfin, Maëlys Bestry, bonjour. Vous êtes productrice en culture et d'ailleurs partenaire de l'émission et vous avez publié Tiers-temps, un roman chez Gallimard qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman. Il s'agit de mettre en scène dans cet ouvrage, Maëlys Bestry, Samuel Beckett dans un EHPAD après le décès de sa femme Suzanne. Pourquoi avez-vous eu envie de mettre en scène un romancier Beckett dans un EHPAD, essayant de mêler à la fois des choses que vous avez imaginées et puis également la fin de la vie du romancier? La fin de vie de Beckett, c'est vrai que c'est 1989. Alors on disait pas encore EHPAD, mais il s'agissait bien de la même chose, à savoir une maison de retraite, un lieu institutionnel qui fonctionne de manière collective et en même temps c'est une toute petite structure, un peu de quartier. Il était resté très près de chez lui. Et j'aimais l'idée que Beckett, qui a toujours écrit sur les clochards, qui a écrit sur les gens blessés, sur les gens qui avaient mal, sur un corps difficile à porter, douloureux, se retrouve comme une sorte d'ambassadeur de la vieillesse, mais un ambassadeur qui garde un panache immense à travers ses prises de parole, à travers ses réflexions, et qu'il se retrouve finalement devenu l'un de ces personnages dans une maison de retraite dans laquelle il atterrit suite à une chute, suite à des problèmes de santé, et en même temps qu'il découvre avec une forme de curiosité parce qu'il est lui-même l'auteur de la vieillesse depuis toujours, que dès sa quarantaine, il écrivait sur cet univers-là finalement de l'existence face à sa fin, et lui, arrivé comme ça à l'automne de sa vie, se retrouve à vivre ce qu'il a déjà écrit. Et je trouvais que c'était peut-être une manière de poser un nouveau regard sur la vieillesse et que lui, peut-être, pourrait le faire avec un talent et une énergie qui ferait qu'on écoute autrement cet âge-là. Et oui, parce que si vous deviez présenter Samuel Beckett à quelqu'un qui le connaîtrait peu, ne le connaîtrait pas, expliquez-nous pourquoi c'est très beckettien comme thème finalement de le retrouver dans cet asile de vieillards. Chez Beckett, les personnages qui l'ont visité en tant qu'écrivain, ça a été des marginaux, des fous, des drôles de personnages un peu boiteux, avec un rapport à la vie un peu trouble, des personnages qui ne font pas tellement la différence entre le monde et eux-mêmes, qui ont un rapport aux autres qui est toujours un peu entravé par le monologue qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est un rapport à la vie très solitaire, même quand les autres sont autour. Et je trouvais que finalement, ce rapport au corps, alors même que Beckett était un grand sportif, un joueur de cricket, un joueur de rugby, qu'il a toujours beaucoup aimé le sport, qu'il suivait d'ailleurs toujours les matchs de rugby depuis sa maison de retraite, avait a mis en scène dans son théâtre, mais aussi dans sa prose, dans Molloy notamment, un corps relativement empêché, entravé. Et finalement, quand il est devenu lui-même un être qui a eu du mal à se déplacer, ce dont il parlait avec beaucoup d'humour, en disant ah, l'art des bipèdes, tout ce rapport finalement au corps, il le découvre alors même qu'il l'a écrit toute sa vie. Michel Delaunay, vous qui avez été ministre des Personnes âgées, le fait que l'EHPAD soit devenu une institution, en quelque sorte une institution française, alors chaque pays a ses spécificités à cet égard, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est aujourd'hui le rôle des EHPAD dans les différents âges de la vie, dans le tiers-temps dont parlait Maëlys Bestry?
Alors, je dois le dire, dans cette période de crise, euh, j'ai ressenti en tant qu'ancienne ministre, mais aussi en tant que baby-boomeuse qui bientôt, pas trop tôt, euh, pourra éventuellement rentrer dans un EHPAD, j'ai ressenti une grande inquiétude et peut-être même une grande angoisse. Je suis la congénère de Pascal Bruckner et aujourd'hui, lui comme moi, je l'ai lu, se sent en bonne forme. Et tout d'un coup, le, le grand âge, qui est la nouvelle vieillesse, car les seniors ne sont pas véritablement vieux, mais le grand âge s'est imposé à moi comme quelque chose de plus en plus proche. Et ce que j'ai pu constater qui m'a véritablement angoissée, c'est la tolérance qu'a notre société vis-à-vis de la mort des vieux. Ce sont 15 000 grands âgés qui sont morts en EHPAD et 15 000 autres en dehors. Vous le savez, la létalité est de 92% pour les personnes de plus de 72 ans. Et vous voyez, on a l'impression que finalement c'est passé assez bien dans notre société, que l'inquiétude n'a pas été très forte. D'ailleurs, il n'y a eu aucune parole publique pour s'adresser aux âgés. Et je me suis, entre guillemets, amusée d'entendre, par exemple, le Premier ministre, au moment du déconfinement et du confinement qui devait être celui des plus de 65 ans, dire et nous demanderons à nos aînés, alors que devant l'écran où il parlait, il y avait certainement, c'était dans l'après-midi, 60% de nos aînés, mais personne ne leur a parlé directement. Il n'y a pas eu de parole publique. Pascal Bruckner, vous qui avez écrit une philosophie de la longévité, cette période particulière que nous avons vécue et que nous continuons dans une certaine mesure à vivre, que vous inspire-t-elle sur la place que la société réserve aux vieux? Eh bien, la même société qui était fière il y a quelques mois de pousser la vie jusqu'à 70, 80, 90 ans et qui admirait les exploits de la médecine et de la science, cette même société s'est montrée prête à sacrifier les personnes âgées dès lors que la santé des autres était en jeu. Et on a retrouvé un vieux réflexe de la philosophie utilitariste, à savoir en cas de péril, qui faut-il sacrifier? Eh bien, la société, il y a un certain nombre de philosophes ou d'écologistes ont répondu il faut sacrifier les vieux. Et c'est étrange, ça s'est fait presque automatiquement. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit par exemple Jean-Marc Jancovici, il dit après 65 ans, il devient trop coûteux pour la société d'entretenir des personnes qui de toute façon sont vouées à mourir et il faut alléger voilà, la pression de l'homme sur la planète. On a même vu mon camarade André Comte-Sponville expliquer que le Covid était une sorte de faux problème et qu'il fallait s'intéresser aux vraies maladies qui affectaient le jeune, qui était le cancer, et qu'après tout, si les personnes âgées mouraient à 80%, ça n'était peut-être pas si grave, c'était dans l'ordre de la nature. Et donc, un vieux réflexe, un réflexe archaïque est immédiatement revenu, qui est celui en quelque sorte de la barque en perdition. Vous êtes dans une barque au milieu d'une tempête, qui va-t-on jeter par-dessus bord pour permettre aux passagers de survivre? Eh bien, on a décidé que ce seraient les gens des EHPAD, des personnes âgées. Et voilà, j'ai été un peu surpris de retrouver ce réflexe très ancien dans une société qui prétend être une société humaniste. Alors, par ailleurs, évidemment, les EHPAD posent des problèmes spécifiques. Et personnellement, j'espère ne pas finir ma vie dans un EHPAD. Je préfère rester voilà, à la maison, mais ça, c'est un autre débat. Pascal Bruckner, on pourrait dire également que ce qu'on a appelé le grand confinement était là pour protéger les personnes vulnérables. Hélas, ça n'a pas suffi dans les EHPAD, mais ça a été le cas pour beaucoup de personnes âgées malgré tout. Et donc, cela signifie qu'il y a également une grande attention portée à la vieillesse. Oui, oui, bien sûr.
Mais le problème des EHPAD, c'est que le confinement a en quelque sorte contribué à l'élimination des personnes les plus vulnérables parce que on voit bien que selon les directions des EHPAD et selon les personnes qui ont la charge de ces hommes et de ces femmes âgées, la mortalité a été moindre. Donc, il y a eu une question importante de gestion d'administration. Donc, effectivement, on protège les gens, mais aussi le fait qu'ils soient rassemblés les uns à côté des autres fait qu'ils, dès qu'il y a une contamination, ils partent en grand nombre et ils disparaissent. Donc, effectivement, le souci de ne pas déconfiner les aînés, c'est fait au nom de la protection, de leur protection. Mais alors d'abord, on les infantilisait, et puis on avait prétendu qu'on confinerait, confinerait les aînés à partir de 65 ans, et personne s'est avisé d'ailleurs de penser qu'il y avait une personne parmi toutes qui resterait alors confinée, c'est la première dame, puisque Brigitte Macron a 68 ans, donc elle tombait elle-même sous le coup de cette loi. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est le Premier ministre, constatant que cette mesure était très impopulaire et qu'il fallait mieux faire appel à la responsabilité des aînés plutôt qu'à une manière autoritaire de leur imposer le confinement, est revenu sur cette première décision. Bon, justement, Michel Delaunay, vous en pensiez quoi de cette première décision, le fait de dire aux personnes présentées comme âgées, puisque toutes ne se reconnaissaient pas comme telles, restez chez vous? J'ai pensé tout simplement qu'elle était très maladroite. Mais le médecin s'est réveillé derrière l'âgé et il est vrai qu'après 70 ans, nos réactions immunitaires, même si on se trouve vraiment formidable, ce qui est mon cas et celui de Pascal, eh bien, notre état immunitaire n'est pas tout à fait aussi réactif et il y avait un risque. Donc, il fallait en effet appeler à responsabilité. Personnellement, j'ai conseillé que tout simplement l'âgé demande l'avis de son médecin traitant, celui qui connaît ses comorbidités ou pas, et qui aurait pu d'ailleurs déconseiller à une personne beaucoup plus jeune de se déconfiner. Je crois que l'état physiologique était beaucoup plus important que l'âge. Alors justement, Mélisse Béstry, ce qui y a de particulièrement poignant dans votre roman, le roman où vous mettez en scène le romancier et le dramaturge Samuel Beckett dans un EHPAD, c'est que Beckett se rend compte lorsqu'il entre dans ce lieu que c'est le dernier lieu qu'il va habiter, ce qui n'est pas entièrement exact puisqu'il y aura également l'hôpital, mais l'EHPAD c'est le dernier domicile au sens propre du terme. Oui, ce qui m'intéressait d'ailleurs, c'est de faire un choix de narration à la première personne. Il parle en jeu et il se parle à lui-même, donc c'est cette voix intérieure qui raconte. Et pour moi, c'était une sorte d'exercice d'empathie. Alors pour moi, en tant qu'auteur, n'étant pas encore âgé, et puis pour aussi le lecteur qui n'a pas d'autre choix que de se retrouver dans un exercice de lecture de corps à corps avec cette vieillesse-là. Une vieillesse d'ailleurs du corps et de l'esprit qui n'est pas asynchrone. Hein. L'esprit va encore très bien au moment où le corps commence à décliner. Et finalement, il y a aussi cet aspect un peu désynchronisé des deux. Pour moi, ça posait vraiment la question, l'EHPAD, en tout cas la maison de retraite du tiers-temps, posait cette question aussi du déplacement, mais au sens large du terme. C'est-à-dire qu'au fond, pour un voyageur, pour quelqu'un qui a vécu en exil, loin de sa terre natale, l'Irlande, quelqu'un qui quand même a parcouru une partie de l'Europe, aussi à travers la langue, puisqu'il a changé de langue, puisqu'il en parlait aussi plusieurs. Le monde est devenu de plus en plus petit. Paris, le 14e arrondissement, la rue du Moncel, la maison de retraite et puis la chambre. Donc il y a comme ça ce monde qui se rétrécit, les distances de plus en plus difficiles à parcourir et en même temps ce flux de conscience qui nous permet de comprendre que l'esprit reste libre de tout ce qu'il a parcouru. Donc les frontières sont très fortes de par l'enfermement des murs, mais en même temps il y a quelque chose de très aboli de par le passé qu'il charrie avec lui, le passé, sa culture, mais aussi les événements qu'il a traversés. La personne âgée, le vieux Beckett, il est aussi détenteur
de l'histoire collective. Il a traversé la guerre, il a traversé l'histoire de la résistance, il a traversé un après-guerre très douloureux où il a aidé à reconstruire Saint-Lô, capitale des ruines. Il a participé à ces traumatismes collectifs-là. Et finalement, l'histoire personnelle et l'histoire collective l'ont traversé en même temps. Donc la maison de retraite, c'est aussi un lieu de souvenir, c'est aussi un lieu fantomatique. Il y a effectivement une mémoire présente de tous, de ces gens qui ont traversé près d'un siècle. Et en même temps, il y a aussi cette mémoire qui se fragmente parfois, qui donc remonte, alors avec ses joies, ses plaisirs, mais aussi une mémoire qui persécute à certains moments. On voit bien d'ailleurs que certains épisodes très difficiles lui reviennent à la fois dans sa conscience qui s'éteint et dans son sommeil, dans son coma. Donc moi, j'aimais que l'idée de faire parler quelqu'un d'âgé soit aussi l'occasion de donner une vue d'ensemble sur l'ensemble de l'existence et à travers la manière dont elle s'inscrit aussi dans la personne, dans son esprit, dans sa mémoire, dans sa langue et dans son corps. Et alors justement, Maëlys Bessery, il y a dans votre roman, chez ce personnage, Samuel Beckett, que vous imaginez, une forme d'hommage, il rend hommage à ceux qu'on appelle maintenant les soignants. Mais lire un extrait de votre roman, il parle de Nadia, l'infirmière. Elle fait son travail, elle est gentille. Si je l'ennuie, elle ne me le fait pas sentir. Moi, je sens de loin ses cheveux, je ne m'approche pas, honte de ce qu'elle pourrait sentir. Je laisse pendre mon bras en espérant qu'elle le prenne. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est Beckett qui parle ainsi et c'est quelque chose qui résonne par rapport à cet hommage qui est aujourd'hui rendu aux soignants, Maëlys Bessery. Alors, il y a les soignants. Alors, Beckett, il la traverse à travers son âme aussi très poétique. Donc, j'imaginais que aussi les sensations étaient aiguisées. Il y a quelque chose des résistances, de la posture un peu plus dure qui lâche. Et donc, une sensibilité très aiguisée quand il voit ce personnage d'infirmière, Nadja. Il pense à Breton, il pense à Nadja et ses yeux de fougère. Donc tout ça l'émeut énormément. Et en même temps, il y a cette gêne vis-à-vis de ce corps qu'on touche, son corps à lui, dont il a peur qu'il sente, dont il a peur qu'il lui échappe. Et en même temps, il se défend avec un humour féroce face à ça. Et ça, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'est d'imaginer la combativité aussi du Nobel devenu résident de maison de retraite. Mais il n'en reste pas moins Samuel Beckett, il est toujours lui-même. Pascal Bruckner, justement, le fait que l'on ait rendu hommage aux soignants, qu'on parle de plus en plus de la dimension du care, alors parfois certains philosophes prêtent aux femmes une affinité élective avec le care. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est évident qu'il y a quelque chose de conjuratoire là-dedans aussi. Les gens applaudissent les soignants se disant « si un jour je me retrouve à l'hôpital pour le Covid ou autre chose, j'aimerais qu'on se souvienne que j'ai applaudi ceux et celles qui vont s'occuper de moi ». Donc c'est très beau, c'est très sympathique et c'est universel, mais il ne faut pas être dupe non plus de cet hommage qu'on rend aux médecins et aux infirmiers, parce que il y a aussi un souci personnel d'être bien traité si par malheur on tombait malade. Alors est-ce que le care est plus féminin que masculin? Je n'en sais rien. Je me méfie de ces divisions, mais peut-être après tout, je crois que l'essentiel pour le personnel soignant aujourd'hui, c'est qu'on revalorise les salaires, c'est-à-dire que tout se chiffre en argent supplémentaire. C'est ça l'enjeu, en tout cas pour la France, puisque vous le savez, les salaires des infirmiers et des médecins est de 12% inférieur au salaire de l'OCDE. Donc c'est ça le plus bel hommage qu'on pourrait leur rendre. Mais alors pourquoi Pascal Bruckner dans cette société qui, comme vous l'avez écrit, est une société qui sait malgré tout qu'elle vieillit, c'est le cas de toutes les sociétés occidentales, pourquoi l'hôpital a-t-il été délaissé? Il était délaissé parce que, bon, vous le savez mieux que moi, parce qu'on a voulu gérer l'hôpital comme une entreprise, on a voulu le rentabiliser. Les différents gouvernements, depuis 20 ou 30 ans, se sont ingéniés à démolir les cadres et à installer une bureaucratie absolument étouffante. Et là où les médecins et les infirmières ont fait preuve de génie depuis 2 mois, c'est justement dans la manière dont ils ont bousculé la bureaucratie
pour accélérer la prise en charge des soignants. Donc, même s'il y a par malheur une deuxième vague, je pense que les gens seront mieux traités. Donc voilà, tout d'un coup, l'accent a été remis sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est de pouvoir assurer la survie d'un plus grand nombre de malades en cas de pandémie, mais personne ne s'attendait à cela. Donc il y a un élément de surprise qu'il ne faut pas sous-estimer. Et à propos duquel il ne faut pas, me semble-t-il, accuser à tort et à travers nos dirigeants comme s'ils étaient coupables, à en croire certains, d'un crime contre l'humanité. Ils ont bricolé une riposte avec les moyens assez maigres qu'ils avaient. Il y a eu d'énormes cafouillages, il y a eu beaucoup de morts. Il aurait pu y en avoir beaucoup plus, mais voilà. Alors justement, Michel Delaunay, vous qui êtes ancienne ministre des Personnes âgées, on se rend compte qu'il n'y avait rien de prévu en cas de pandémie pour les EHPAD. Aucun gouvernement ne l'avait fait. Vous avez tout à fait raison, et j'en prends ma part de responsabilité, mais honnêtement, aucune pandémie n'avait été véritablement prévue dans aucun secteur. Dans les EHPAD, il y a peut-être une explication, mais qui n'est en aucun cas une excuse, c'est que c'est la première épidémie qui cible particulièrement les personnes de plus de 70 ans. Vous le savez peut-être pas, peut-être, la grande grippe espagnole du début du siècle dernier tuait entre 20 et 40 ans. Eh bien, la plupart des épidémies, si ce n'est toutes, ne ciblent aucunement les personnes âgées. Donc, il y avait moins de raisons à penser à cela. Mais malgré cela, nous devons maintenant, vous voyez, moi, je ne m'abîme pas en regrets et en remords, bien que si, mais nous devons penser le modèle de l'EHPAD très différemment. D'abord parce que notre génération, qui est la prochaine à y aller, et nous serons alors 4 millions de personnes âgées vulnérables ou dépendantes, vivrait très mal, je le crois, de rentrer dans un lieu d'où on ne ressortira jamais. Ce qui fut le cas ici dans les EHPAD. Vraiment, c'est une sorte de condamnation, d'assignation qui n'est plus tolérable. Et il faut concevoir un modèle d'EHPAD qui soit un centre de ressources et d'autre part un centre de transition, de soutien au domicile. C'est-à-dire que quand il y a une crise, qu'on va particulièrement mal, je parle d'un grand âgé, eh bien, qu'on puisse aller en accueil temporaire à l'EHPAD, qu'on puisse accueillir du personnel d'EHPAD qui fasse pendant un temps donné une sorte d'EHPAD à domicile. Il faut que la perméabilisation entre le domicile et l'EHPAD soit complète. Justement, Pascal Bruckner, un mot de conclusion, peut-être aussi sur ce paradoxe, le fait qu'il y a quelques semaines encore, on parlait de transhumanisme et d'en finir avec la mort, et aujourd'hui, le discours a complètement changé. On voit que dans cette perception de la vieillesse, on est dans un tout autre repère que celui de la disparition de la mort. Oui, parce qu'on est devenu plus modeste, c'est-à-dire que on avait un discours de toute puissance et maintenant on a un discours de limite. On a touché du doigt le fait que quelques postillons pouvaient mettre en danger l'humanité entière et nous ont obligés à confiner 5 milliards d'êtres humains. Alors je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel Delaunay. Je pense qu'effectivement il faut transformer la structure des EHPAD, mais plus globalement peut-être il faut se rendre compte aussi que au-delà du risque d'euthanasie qui est exact, et moi ça ne me choque pas que les jeunes générations aient envie d'éliminer les plus anciennes. Je veux dire, la génération 68 a vécu sur ce mythe-là. Il est très cruel, mais il est naturel. Les enfants veulent tuer les parents et pour prendre leur place. Donc la civilisation va contre cela, et la civilisation a raison, mais le mouvement des boomer movers me fait sourire parce que je crois que j'agirais de la même façon. Pour y répondre, eh bien, il faut se rendre compte que la démographie joue en notre faveur. Nous, les seniors, les aînés, comme on dit, avec tous ces euphémismes qu'on utilise, et que au milieu du siècle,
les personnes de plus de 50, 60 ans seront majoritaires et donc il est important que les gens d'une grande maturité se constituent en lobby politique, en lobby économique et fassent pression sur les gouvernements, car au milieu du siècle, les jeunes, la proportion des moins de 20 ans sera sans doute inférieure à la proportion des gens de plus de 50 ans. Par conséquent, ça donne un pouvoir et je crois que les seniors doivent se constituer en force, ce qu'on appelait aux États-Unis autrefois les panthères grises, mais les panthères grises qui sont vouées probablement à vivre assez longtemps et toutes ne mourront pas du Covid, Dieu merci, doivent affirmer un pouvoir et une puissance politique et économique qui est très importante parce que effectivement, nous ne pouvons pas nous laisser marcher dessus par des commentateurs pressés de nous voir rejoindre les rangs du cimetière. Après tout, il y a une richesse dans la vieillesse, une richesse culturelle, intellectuelle, économique, qu'on aurait tort de mépriser. Je suis toujours étonné d'ailleurs que ceux des philosophes ou des politiques qui veulent éliminer les vieux sont eux-mêmes en général atteints par la limite d'âge. Et c'est une manière pour eux de dire, attendez, moi, j'ai rien à faire avec tous les gens de ma génération, je suis encore resté ultra jeune, je suis cool, je suis hyper sympa et je n'ai rien à voir avec les croulants qui m'entourent. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc, il ne faut pas se plaindre, il faut contre-attaquer. Le mot de la fin, Maëlys Bessery. Moi, je voulais dire qu'à travers justement cette histoire de fin de vie, il y a aussi beaucoup à apprendre peut-être d'un rapport à la mort à redéfinir. Alors à la fois avec une distanciation par rapport à l'image de la vieillesse qui peut-être se décale dans le temps. Hein. Vous parliez de 50, 60 ans, on dit bien 50s are the new 40s. Il y a aussi un décalage dans le temps qui va se faire. Peut-être que les seniors ne seront plus tellement considérés comme tels dans quelques années, que la vieillesse et que les progrès de la médecine vont donner une nouvelle image aussi de l'âge et que le grand âge ne sera considéré comme tel que quand on y sera vraiment, alors même qu'on a vu déjà cette idée-là se décaler dans le temps. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était aussi cette idée que finalement, à travers la fin de vie, on repassait aussi par une réflexion sur la transmission, sur les parents, sur les grands-parents, et peut-être pour être un tout petit peu plus optimiste, moi j'ai trouvé aussi que les populations s'étaient énormément émues de ce qui s'était passé dans les EHPAD et que certes, il y a eu ces décisions, il y a eu ces morts tragiques, mais il y a eu aussi tous les gens que ça a affecté, tous ces gens qui ont souffert de ne pas pouvoir se retrouver auprès de leurs parents, de leurs grands-parents au moment où ceux-ci finissaient leur vie et que ces grandes vagues d'émotions, elles ont été partagées aussi par les générations d'après. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle vos ouvrages. Maëlys Bessery, donc Tiers-temps chez Gallimard, qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman. Pascal Bruckner, Une brève éternité, une philosophie de la longévité, c'est chez Grasset. Et puis enfin, Michel Delaunay, Le fabuleux destin des baby-boomers, c'est chez Plomb. Livrez-vous. C'est terminé, une émission de Public Sénat en partenariat avec France Culture. À très bientôt sur notre antenne. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.